Bonjour, bienvenue au podcast Vers l'avenir, un podcast qui se spécialise dans la fenestration, les portes et fenêtres et tout ce qui a rapport à l'enveloppe du bâtiment. Aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même assez discret, la quincaillerie. Discret, mais très complexe, avec beaucoup de spécifications techniques et surtout des humains qui adorent ce métier-là. J'ai avec moi aujourd'hui Mme Caroline et Sylvie de Rabel. Bonjour, mesdames. Bonjour. Juste pour un peu aider les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, Ouais. Rabel, juste nous expliquer quelle est votre organisation. Rabel il a été créé en 2020 par John Rancourt et Sylvie Labelle, qui est moi-même, pour servir le marché des portes et fenêtres. On était au départ spécialisé dans les fenêtres en PVC, alors toute la quincaillerie qui venait avec ça. Puis tranquillement, avec les années, ben là, on a évolué vers les murs rideaux, puis d'autres quincailleries. Super, ça veut dire qu'on a vraiment des expertes avec nous autres aujourd'hui pour réussir à répondre à toutes ces questions-là. C'est ça. Je crois que j'ai dit 2020. Hein, je pense que oui, mais ben non, je pense c'est que ça 2000. 2000, ça fait plus longtemps que ça. Ben oui, c'est ça, 2000. C'est correct, c'est lui. La quincaillerie, elle vient des quatre coins du monde. C'est pas juste fait au Canada, pas juste fait en Asie ou aux États-Unis ou en Europe. Il y en a de partout, des bonnes quincailleries, des quincailleries économiques, toutes sortes de choses. On commence avec d'emblée le service à clientèle pour tout rapatrier ça. Comment ça fonctionne? C'est quoi la bonne méthode quand on est un fabricant de portes et fenêtres, de murs rideaux, pour avoir la bonne équipe? Là? Je dirais que le plus grand défi chez Rabel était justement de pouvoir servir les clients, peu importe d'où vient la quincaillerie, qu'elle vienne justement d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Pour bien les servir, il fallait créer un centre de distribution, ce qui a été le mandat de Rabel depuis 25 ans. Puis, c'est de prendre le client à la base avec sa fenêtre de base, qu'est-ce qu'il veut avoir comme produit, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme produit, aller voir les fournisseurs qui viennent de partout dans le monde, comme on le dit, et se faire un stock en inventaire pour que le client n'ait pas à vivre avec les délais. On décide avec le client qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il prévoit faire, puis on met en inventaire tous les produits qu'il aura besoin. Donc, on a un délai de 24 heures et on peut servir le client. Ce que j'entends, dans le fond, c'est qu'il faut vraiment avoir une bonne relation avec la personne qui va te fournir cette quincaillerie-là. C'est la base en commençant. Moi, j'aimerais même rajouter un petit peu à ce que dit Sylvie. En effet, Quincaillerie Rabel a commencé en fait avec cette vision-là d'apporter une solution aux clients. Puis, j'ai envie de dire, avec le temps, puis les personnes qui se sont ajoutées à l'équipe, l'esprit en fait de service client a vraiment pris une tournure un peu plus, une autre dimension, j'ai envie de dire. C'est vraiment le cœur définitivement de la compagnie. Puis aujourd'hui définitivement, ça se perçoit aussi comment donc nos équipes viennent accompagner donc le client au début du processus en fait pour tout ce qui est lancement de son projet de fenestration, c'est d'être là avec lui pour justement l'aiguiller que ça soit sur les bonnes méthodes, veiller avec lui. Donc, une fois qu'on a trouvé donc la quincaillerie, Sylvie le mentionnait, tout ce qui est les besoins logistiques, chaîne d'approvisionnement. Puis, j'ai même envie de dire aujourd'hui, notre expertise technique vient s'ajouter aussi dans tout ce qui est conseil, qui est aussi comment mieux positionner la quincaillerie, enfin du moins l'aider à trouver la valeur ajoutée de sa quincaillerie dans son système de fenestration. J'aime ça ce que tu dis, parce que là, c'est beau, on a une belle relation, ça travaille bien, mais maintenant, il faut choisir la quincaillerie. Ouais. Puis, il n'y a pas une bonne quincaillerie pour quelque chose, c'est selon des besoins. Puis, comment on établit ça? C'est quoi, selon vous, qui fait qu'on a fait les bons choix en quincaillerie? Évidemment, je crois qu'à la base, ça va être d'être capable de respecter les normes dans le marché, les normes américaines, les normes canadiennes, tout ça. Alors, d'être capable d'aider le client justement à rencontrer toutes ces normes-là, de passer tous les tests, c'est ce qui va faire que ça va être le produit qui va être le bon pour le client. Oui. Pareillement, je rajouterais, dans le choix de la quincaillerie, c'est sûr que ça peut se complexifier. Je pense que Sylvie l'a bien dit, bien comprendre les objectifs du client, regarder où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire,
que ça soit... C'est sûr qu'il y a plusieurs modèles de fenêtres. Donc, c'est vraiment d'être là dans les débuts de ce processus. On le mentionnait un petit peu tout à l'heure dans le service à la clientèle. Tout ce qui est... Il y a l'aspect normatif, Sylvie l'en a mentionné. Il y a aussi l'usage, de bien comprendre exactement quel type d'usage il veut en faire. C'est-à-dire ça a un gros impact, ça, l'usage de... Définitivement, on ne va pas avoir la même type de quincaillerie si, par exemple, on utilise une porte... Si au niveau des ouvertures et fermetures, par exemple, il y a une utilisation plus fréquente versus une fenêtre ou une porte qu'on va utiliser moins fréquemment. Donc, la quincaillerie sera différente. Mais aussi, j'ai envie de dire, quand on choisit une extrusion en PVC ou en aluminium, donc les besoins ne sont pas pareils, dans la même ordre d'idée que si on est sur un marché de la rénovation, nouvelle construction versus multilogement. Je me rappelle qu'un président des Prévost m'avait déjà dit, quand on arrive avec une porte, mettons, d'aluminium dans une polyvalente, là, il dit, quand elle rouvre pas avec la main, c'est avec le pied, puis si ça fait pas, ça va être carrément avec la tête du plus petit, puis il n'y aura pas de fin à ça. Ils vont brasser la porte jusqu'à temps de la détruire. Fait que si tu mets pas la meilleure quincaillerie, c'est ça. Ils vont la défaire. Là. Fait qu'il y avait vraiment un impact à ça. Là. Donc, définitivement, ça fait partie des éléments à prendre en ligne de compte quand on veut choisir une quincaillerie. On parlait de l'aspect normatif, l'aspect, donc, l'usage, bien comprendre l'usage, mais aussi, j'ai envie de dire, donc, le climat, parce que je pense que, notamment au Québec, on sait qu'il y a des variations de température définitivement assez importantes. Donc, on ne choisit pas la même quincaillerie quand on est dans un univers salin, quand on a des variations entre moins 40 et plus 40 assez rapidement, en tout cas, en fonction des saisonnabilités, donc des saisons, pardon. Donc, tout ça sont des critères de choix pour le manufacturier. J'entends le climat. Là. Oui? Ça veut dire qu'une bonne quincaillerie pour... justement, dans les Bermudes, pour une fenêtre qui s'en irait vraiment dans des places chaudes et salins, pour être carrément une mauvaise quincaillerie au Québec, dans une place qu'on a du moins 30 à du 30 degrés l'été. C'est ce que je comprends. Là. Moi, je crois qu'elle est plus... c'est pas qu'elle serait mauvaise, mais de mettre cette quincaillerie-là ici, qui est spécialement pour l'air salin, ce serait pas nécessaire. OK. Ouais. Donc, oui, il y a de la quincaillerie spécialisée pour l'air salin, qui est de l'acier inoxydable, mais est-ce qu'ici, c'est nécessaire? Non. Alors, pourquoi qu'on irait jusque-là? L'aspect financier, dans le fond de la chose, si on n'a pas étudié ton produit, ça devient une catastrophe parce qu'on paye partout, puis le produit ne sera jamais vraiment utilisé parce qu'il est conçu. Là. Exactement ça. J'aime ça. On conçoit de la fenêtre, c'est quand même un métier concepteur d'extrusion, que ce soit en PVC, en aluminium. À un moment donné, il va falloir comprendre où et comment va être fixée notre quincaillerie. Ça, j'imagine, on fait ça à la fin, quand on a tout conçu notre fenêtre, nos extrusions sont faites, puis là, on est prêt à faire les tests. Non. Non, surtout pas. Oh non, il faut qu'on fasse partie au départ, parce que, évidemment, la quincaillerie, mais tu as besoin d'avoir certaines rainures, tu as besoin d'avoir plein de choses qu'on veut participer au départ pour s'assurer que des fois, pour un 2 mm de différence, la quincaillerie ne fera pas quand tu aurais mis 2 mm dans ta rainure, ça aurait fonctionné. Là. Alors, c'est dès le départ qu'il faut s'impliquer avec le fournisseur. Je me trompe-tu ou c'était un peu sarcastique, comment j'ai fait mon entrée, mais il y a dû avoir des histoires d'horreur totale là, dans ça. Tellement. Les pires horreurs qu'il y a eu dans le marché, c'était au niveau des moustiquaires. Comment faire tenir le moustiquaire dans une fenêtre qui n'a pas été pensée pour un moustiquaire et qui n'a aucune rainure et qui n'a rien entour. Donc, c'était affreux. Et les gens arrivaient un coup, la fenêtre toute faite, toute montée, et dis-moi comment faire tenir mon moustiquaire. Comme trop tard, là, tu vas avoir des verrous à l'extérieur, ce ne sera pas beau. Donc, c'est pour ça, si c'est fait dès le départ, on est en collaboration pour avoir la rainure aussi pour le moustiquaire. Souvent, dans le moustiquaire, ça a été des fenêtres conçues en Europe. Les gens se sont inspirés. Puis en Europe, il y a plein de places. Il n'y en a pas de moustiquaire. Fait que, veut pas, on part d'une mauvaise conception. C'est pas le même besoin tout à fait. Absolument, absolument. Oh my God. Je sens vraiment que il y a un peu d'apprentissage pour un nouveau développeur de bien collaborer avec les gens de quincaillerie. Là.
Je pense même c'est essentiel. Je pense, je repensais au podcast de Marc Bilodeau qui disait une fois qu'on arrive sur le chantier, on n'improvise pas. Il faut que ça soit vu, dessiné, pensé à l'avance. Quand on y est, c'est plus le moment d'y réfléchir. On le sait pourquoi, parce que ça coûte de l'argent à tout le monde, aux constructeurs, etc. Donc, c'est sûr que la quincaillerie en soi, ça paraît minime, ça paraît un détail dans toute la ligne d'assemblage, etc. Et pourtant, elle a tellement son importance aujourd'hui, elle fait partie intégrante du design. En tout cas, c'est vraiment l'idée dans laquelle on est en tout cas actuellement. C'est comment arriver au début de la conception. L'idée, c'est vraiment comprendre le projet dans sa globalité pour qu'on puisse, que les distributeurs puissent et les fournisseurs de quincaillerie puissent au mieux accompagner les manufacturiers dans leur projet, quel qu'il soit. Puis je pense que Sylvie, toi, effectivement, tu l'as bien dit, hein, on a vécu des histoires d'horreur quand c'est pas bien fait ou quand c'est mal pensé. Puis ce qu'on veut éviter, en fait, c'est justement se retrouver où la fenêtre est conçue et on doit gérer des détails qui auraient pu être évités en amont. L'intention de conception de la fenêtre originelle doit être bien détaillée, verbalisée par tout le monde, autant le concepteur d'extrusion que ceux qui vont fournir les différents types de quincaillerie pour atteindre ce qu'on veut atteindre comme niveau. Là. Comme niveau de performance, que ça soit aussi énergétique, thermique, etc., les niveaux d'ouverture. Puis on a des clients qui sont aussi dans l'institutionnel. Donc, ils ont d'autres aussi paramètres aussi à regarder au niveau de la quincaillerie, de leur limitation d'ouverture, etc. Ça, ce sont des choses qui doivent être prises en compte en amont, que ça soit même pour le nettoyage des fenêtres, etc. Donc, ça se pense vraiment au début, au niveau de la conception. C'est pour ça qu'on veut aider nos clients à faire les bons choix et surtout les aiguiller dans ceci. Je vous amène, c'est sûr, sur la prochaine question qu'on a sur les normes, sur les essais qu'il faut faire. C'est quoi concrètement là, qu'il faut penser? C'est quand on veut fabriquer une fenêtre de qualité pour être dans les normes, puis aujourd'hui qu'on puisse vraiment vendre un produit, que ce ne soit pas juste de l'aluminium assemblé ensemble ou du PVC, mais que ce soit vraiment une fenêtre certifiée. C'est sûr que les manufacturiers, l'important pour eux, c'est de respecter les normes en vigueur au Québec, en Amérique du Nord. Donc, généralement, ce qu'ils vont demander à leurs fournisseurs de quincaillerie, c'est de pouvoir avoir donc, soit des résultats de tests, comme quoi leur quincaillerie est viable et reprend, en fait, ont passé les normes et des tests pour justement garantir aussi la paix et la tranquillité d'esprit de leurs produits. Puis, nous, en tant que distributeurs, Rabel, et puis représentant les fournisseurs, c'est un gage de qualité que l'on doit aussi absolument, j'ai envie de dire, auquel on doit répondre finalement. D'ailleurs, on a nos principaux fournisseurs qui passent les tests pour leur système de quincaillerie pour la fenêtre. Ouais. Alors, moi, si je te vends mon système de quincaillerie, je peux te dire que ça a passé les tests, toutes les ASMT ou je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est ça. Ça a tout passé les tests. Donc, tu peux être assuré que si tu prends tous mes produits, le système de quincaillerie, bien, ta fenêtre, elle passe les tests. Oui, puis j'entends souvent nos clients dire encore des tests, c'est des coûts, tu sais, puis ils voient ils ont envie de voir du négatif à ces tests-là parce que si on change les grandeurs des fenêtres, les grandeurs des volets, et que là, les tests, c'est plus les mêmes, il faut les refaire. On va essayer d'y aller du côté positif. C'est quoi, vous voyez, comme avantage que ces tests-là soient là par rapport à Yves-là, 30 ans, 40 ans, parce que c'était un peu plus mou, puis la fenêtre... tant qu'elle avait la bonne grandeur pour rentrer dans le trou du mousse, c'était correct. Fait que c'est quoi les avantages que vous voyez de ça? Ça, mon âge avancé pourra me faire parler de ce sujet. Moi, j'ai vu, il y a 30 ans, il y avait plein de gens qui partaient leur propre compagnie de portes et fenêtres dans leur garage. OK. Alors, il y avait juste le garage, là, 12 pieds par 14 pieds, puis ils commençaient à faire de la fenêtre de PVC. Tu avais la grandeur maximum de fenêtre, 12 par 14. Il n'était pas très grand, les fenêtres, dans le temps. Mais ce que ça a créé comme problème, c'est que ces gars-là qui ne payaient pas
je dirais, de loyer pour une grosse usine, pouvaient les vendre beaucoup moins cher, donc faisaient beaucoup de tort aux manufacturiers qui, eux, avaient des usines à faire tourner. Alors, c'était très frustrant pour les manufacturiers. Puis, on en est venu un jour à plus, je dirais, par respect pour nos manufacturiers, de faire une espèce de ménage de, ben non, là, si tu n'as pas aucun outillage, puis tu as juste ta scie sauteuse, on ne peut pas te vendre. Parce que quand ils fabriquaient de cette façon-là, ça faisait une fenêtre qui était moins égale, si on veut. Les normes, d'une à l'autre, n'avaient pas toujours... Les normes étaient moins populaires dans le temps, mais ça faisait surtout une fenêtre qui était moins chère, puis justement qui ne respectait pas 0 normes, là. C'était comme, on a soudé 4 faces, puis on a mis des thermos dedans, là. Fait que c'était vraiment la base, mais ça venait créer un problème de prix dans le marché. En plus, le prix. Puis ce que j'entends aussi, ça créait un produit qui n'avait pas une qualité égale, puis qui est pour le client utilisateur. La fenêtre, c'est un random, si on veut dire ça. Bien, je crois que c'est suite à ça qu'il est arrivé beaucoup de normes. Parce qu'à un moment donné, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, tout à coup, il est arrivé, il y en a une qui me manque là, dans les débuts 2000. Je me souviens pas du nom. Mais en tout cas, il est arrivé des normes, une après l'autre. Bon, maintenant, il y en a énormément. Ouais. Est-ce qu'elles sont toutes nécessaires? Je ne suis pas certaine, mais ça, c'est une opinion personnelle. Mais il y en a beaucoup de normes maintenant, contrairement. Mais elles sont arrivées, je crois que c'était nécessaire, parce qu'il y avait trop de n'importe quoi qui sortait, là. Oui. On s'en va sur un autre registre totalement. Je m'en vais vraiment dans la gestion de ces inventaires-là. C'est beau de dire, OK, j'ai vu une belle poignée de porte, j'ai vu une belle quincaillerie, sauf qu'il y a tout un monde en arrière pour l'avoir dans un temps... dans un bon délai pour que, justement, notre client puisse avoir notre fenêtre. C'est quoi l'univers de cette gestion d'inventaire-là? Parce qu'il y en a tellement de pièces. Oui. Ben, j'ai envie de dire, clairement, une aussi des raisons d'être, en fait, du distributeur, c'est donc la gestion, définitivement, de la chaîne d'approvisionnement, du département des achats. Donc... chez Rabel, on se positionne définitivement comme un partenaire aussi dans ces challenges que peuvent rencontrer certains des manufacturiers. C'est moins vrai quand, pour des grosses structures qui peuvent avoir définitivement leur gestion d'achat en direct, etc. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, le distributeur fait un peu office comme regroupement d'achat. Donc, la raison d'être, c'est vraiment d'être l'extension, finalement, que ce soit du département des achats et de la chaîne d'approvisionnement des manufacturiers. Et comment on opère à l'interne, c'est vraiment, d'une part, avec les prévisions donc, de nos clients, donc les prévisions qu'ils peuvent avoir sur peu importe le produit, mais aussi là où on veut, c'est avoir aussi cette flexibilité, faire tout ce qui est de la stratégie d'achat pour eux, c'est-à-dire vraiment comprendre qu'il y a des cycles de vente dans la construction. Il y a des moments où ça ira mieux, d'autres où ça ira moins bien, mais comment nous, on ajuste aussi nos achats et nos demandes pour que finalement, on puisse toujours avoir le produit disponible pour le manufacturier. L'idée là-dedans, c'est de vraiment comprendre l'écosystème dans sa globalité. C'est sûr qu'on paraît être petit, tu l'as mentionné, on paraît être un petit élément, et pourtant, on fait partie d'un ensemble important. C'est-à-dire que si notre quincaillerie n'arrive pas à temps à l'usine pour pouvoir être montée dans la chaîne de production, définitivement, ça engendre un retard au niveau de la livraison du produit. Et on parlait du service client précédemment, c'est vraiment aussi comment on le voit. L'impact d'avoir ou de ne pas avoir les produits à temps pour nos clients, définitivement, a un impact pour eux aussi un impact financier sur les chantiers, sur la livraison de leurs produits. Parce que pas de quincaillerie, on ne peut pas assembler, on ne peut pas avancer. Non, pour la plupart. Et j'aimerais aussi ajouter que ce qu'on a créé aussi chez Rabel, c'est de réunir des produits pour le client pour qu'il y ait un seul stop à faire. Ouais. C'est-à-dire que oui, on a ta quincaillerie, qui est probablement le principal dans la fenêtre, mais on a aussi les coupes froids, les cales à thermos. Ça permet que tu fais un seul stop pour venir chercher tes produits, mais ça veut dire aussi une seule facture pour 15 produits différents, contrairement à traiter plein de factures, plein de fournisseurs. Donc, on a essayé de réunir beaucoup de produits pour les clients pour faire la fenêtre. Oui, parce que c'est plein de petits ingrédients qu'il fait fabriquer, puis tellement. À quelques sous près, sauf que si on les a pas, ça ne fonctionnera pas. Puis j'ai aimé
quand tu as dit le regroupement d'achats, parce que tu auras beau avoir un gros volume, c'est pas vrai que ton client va tout le temps choisir ce que tu avais en inventaire. Il va toujours, même à la limite, on dit tout le temps, il va toujours vouloir ce que tu n'as pas. Fait que comment faire pour justement être capable d'y offrir beaucoup de variétés sans nécessairement devenir un inventaire, une banque, si on veut, en quincaillerie? Ben, le concept de fournisseur est super intéressant. Oui, puis j'ai même envie de rajouter que l'idée aussi, parce qu'on peut aussi dépanner certains de nos clients pour des besoins ponctuels ou etc., ou des demandes bien précises. Ce qu'on veut faire, c'est toujours être plus ou moins dans l'anticipation aussi. Là, j'ai envie de dire, si on a une baisse, si on a un client qui a besoin d'un certain produit, on essaye vraiment de trouver des solutions à l'interne pour voir où est-ce qu'on pourrait trouver de la disponibilité pour minimiser l'impact au mieux de nos capacités. Puis, ça prend aussi, et j'ai envie de dire, encore une fois, parler de service à la clientèle. Je reviens dessus parce qu'anyway, c'est notre raison de vivre. En tant que distributeur, on n'a pas de produit. On propose du service. C'est de la communication. Je pense que c'est un peu comme un mot galvaudé, là, mais ça fonctionne. D'anticiper, de savoir anticiper, de communiquer aussi aux clients, aux manufacturiers, tel ou tel enjeu, les limitations d'un produit comparé à un autre. L'idée, c'est vraiment de se positionner aussi comme conseiller en soi, pour qu'il puisse lui au moins prendre les décisions de manière éclairée. Oui, parce que pour le client, s'il ne comprend pas bien le cycle, lorsqu'il va commencer à fabriquer, puis il va y manquer de quincaillerie, ça va s'embourber dans l'usine. C'est un cycle, c'est une chaîne. Il n'y a pas place à ce que ça arrête. Si ça arrête parce qu'il n'y a pas la quincaillerie, ça ne marche pas, ça va être la catastrophe. Merci beaucoup. Je vous amène sur un autre point. On veut avoir de la quincaillerie longtemps. On a des exemples, tout le monde dans la tête de bungalows avec des fenêtres de qualité médiocre, puis il n'y a rien qui marche. Mais ça ne marche pas aussi des fois pas juste parce que la quincaillerie n'est peut-être pas la meilleure, mais peut-être parce que l'entretien de ces quincailleries-là n'est pas la meilleure. Puis, c'est quoi que nos clients qui sont des fabricants de portes et fenêtres ou de murs rideaux se doivent de donner comme conseil en entretien sur cette quincaillerie-là pour optimiser la vie de leurs produits puis minimalement dire qu'ils ont un bon produit? Quand la maison neuve est livrée, souvent, il y a eu des produits qui ont été utilisés pour la maçonnerie à l'extérieur et ça se peut que la fenêtre en ait reçu. Et si tu ne fais pas un bon nettoyage, ça peut créer un problème à la fenêtre. Un nettoyage tout de suite en arrivant au début de la vie du bâtiment. Exact. Et ensuite, un huilage régulier qui va être à, je ne sais pas, c'est 3 mois, 6 mois, on pourrait regarder. Selon la quincaillerie, évidemment. Exact, selon la quincaillerie, mais qu'il y ait un entretien qui se fait régulièrement et un nettoyage. Ouais, c'est ce que j'entends. Le nettoyage, rapidement, il peut y avoir des insectes, des résidus. Mm-hmm. Absolument. Puis, absolument. Au niveau des portes, est-ce qu'il y a des choses aussi importantes pour l'entretien? Oui, je crois qu'il faut aussi penser à huiler les pentures, qui serait très important pour la porte, et vérifier nos coupes froids pour s'assurer qu'ils font encore leur job de compression. Absolument, absolument. On regarde vers l'avenir dans notre podcast. On regarde toujours qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui vient d'arriver. Selon vous, c'est quoi les tendances on va voir dans tout le domaine des portes et fenêtres? C'est sûr que de plus en plus, on ne va pas se le cacher, on arrive sur des maisons intelligentes, on veut de plus en plus intégrer la technologie dans notre quincaillerie, donc ça peut passer sur des ouvertures automatiques, que ça soit avec une empreinte digitale, avec juste un code barre ou à débloquer en Bluetooth avec notre téléphone. Ceci encore qu'il y ait de la batterie. Donc, en tout cas, il y a des belles choses qui s'en viennent, qui sont déjà disponibles en fait sur le marché. C'est sûr que donc ça, je parle de l'aspect technologique, mais il y a aussi des autres aspects que j'ai envie de dire qui sont techniques, des améliorations techniques qui sont disponibles déjà ou qu'on va rencontrer bientôt. Tout ça fait partie en fait de l'innovation au niveau de la fenestration, que ça soit de la quincaillerie, entre autres de la quincaillerie. Alors, juste par rapport à ce fait-là, déjà, nous, comment on se positionne, c'est vrai qu'un des mandats, généralement, que l'on a, c'est aussi
pour bien servir nos manufacturiers qui, généralement, n'ont pas tout le temps le temps et la disponibilité d'aller dans les shows, d'aller rencontrer, de voyager, etc. Parce que, bon, évidemment, il y a de la production qui est toujours là. Donc, nous, notre mandat, c'est vraiment aussi d'aller voir ce qui se fait, des nouveautés, les innovations, pour pouvoir aussi le ramener à l'intérieur de notre écosystème et pour pouvoir le proposer à nos clients éventuellement. Parce qu'on a beau dire que même si la clientèle n'a pas encore le besoin à tous les jours là, on sait que ça va s'en venir, on sait que ça arrive, les gens se numérisent de plus en plus, fait que c'est normal qu'ils vont rechercher ça, puis ça différencie chacun des manufacturiers quand ils peuvent l'offrir ou pas, là. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres aspects qu'il faut prendre en ligne de compte dans tout ce qui est développement technologique, etc. Ça vient, quel qu'il soit, ça vient avec d'une part un momentum, c'est-à-dire est-ce que le client, que ce soit le client manufacturier et ou le client donc final, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce nouveau produit? Et après, évidemment, il y a l'aspect du prix. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir à ce prix-là? Et j'ai même envie de dire, est-ce que le produit en lui-même est abouti? Donc, il y a toute cette recette, en fait, qui fait qu'un marché est prêt à aller de l'avant sur une nouvelle technologie, etc. Alors après, ça dépend aussi, j'ai envie de dire, du cadre, comme on appelle ça, du business model. Est-ce qu'on est sur un marché de niche? Est-ce que notre compagnie est connue pour telle ou telle innovation? Après, ça dépend du manufacturier. Mais quoi qu'il en soit, nous, notre mandat, c'est vraiment de pouvoir rapporter aussi ces nouvelles innovations, que ça soit technique ou technologique, auprès de nos clients pour l'informer et lui donner un petit peu comment on appelle ça? Une information sur les nouvelles tendances. Super. J'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce que l'Asie, l'Amérique, l'Europe, un est plus avancé qu'un marché qu'un autre? C'est quoi votre vision sur ces trois marchés-là? J'ai envie de nuancer mon propos. D'une part, parce que principalement les shows, personnellement, dans lesquels moi je me suis rendue, c'était des shows européens. Donc, c'est là où j'ai le plus accès à la nouvelle technologie. Cependant, récemment, j'ai un collègue qui est allé en Asie sur l'un des plus gros salons de Chine. Et donc là, il me racontait qu'en fait, toutes les nouvelles vraiment technologies, toutes les nouvelles avancées sont là-bas. Puis, veut pas, quand on peut aller, si on a la chance de voyager en Asie, sur certains j'y vais vraiment de base là. Sur certains aéroports, on voit des technologies, c'est juste malade. Donc, en même temps, je ne serais même pas étonnée que, oui, ça se peut que ça soit en Asie, toute réserve gardée, puisque moi, je n'y suis jamais allée. Absolument. Dans ce cadre-là, je veux dire. Puis je pense qu'il y a quand même de se dire que le type de quincaillerie peut être plus avancé dans une région que dans une autre, selon les besoins aussi. Là. Aussi. Absolument. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications-là. Ça semble être un monde qui est si petit, si technique, puis rempli de choses à comprendre. Merci à vous tous d'avoir écouté notre podcast Vers l'avenir et revenez-nous pour un prochain épisode.